Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à Skillwise. Dans la première vidéo, je vous avais montré un exemple de partie avec le moteur du jeu animé par Claude Code. Cette deuxième vidéo va vous montrer le secret, enfin les secrets derrière tout ce que vous avez vu dans la première vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai écrit différents utilitaires qui animent la partie. Je vais vous montrer ensuite les différentes skills nécessaires pour faire fonctionner le moteur du jeu. Et je terminerai par une explication des 3 sous-agents, dont le fameux maître du jeu utilisé par Claude Code. Pour ceux qui connaissent déjà Claude Code, vous allez voir en fait une utilisation complètement différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors évidemment, on va pas taper une ligne de code, par contre vous allez voir la puissance des LLM et la capacité à créer des aventures magnifiques. Je vous souhaite un bon visionnage, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire. Après avoir fait cette session numéro 3 ensemble jusqu'au couvent des Sœurs de l'Aube, nous voici maintenant à la fin de l'aventure. On va regarder combien ça nous a coûté cette petite partie. Donc si je fais un petit slash cost, voilà, on est à 1,34$. Donc la partie m'a coûté 1,34$ et elle m'a pas coûté cher parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que vous allez voir maintenant dans cette partie-là, c'est que j'ai créé différents outils. Et différentes choses pour que tout ceci fonctionne et que on ait le résultat que vous venez de voir. Si je regarde un petit peu la racine de mon répertoire, vous voyez que j'ai des utilitaires: Dice, Character, Adventure, Names, NPC, Monster and Treasure. Donc en fait, Claude Code a accès à des utilitaires en ligne de commande qui sont dans ce projet-là. Donc code source est sur GitHub, sur l'URL que vous voyez dans les notes de cet épisode. Et du coup, vous vous doutez que si je fais un SWD Dice, donc là je vais avoir un petit utilitaire qui peut me lancer par exemple un dé à 20 faces et qui va me donner un résultat. Si je lance SW Treasure, pareil, je peux me générer un trésor après avoir tué par exemple un monstre ou en cherchant dans une pièce. Et donc là, vous voyez, donc je prends un trésor individuel et le résultat, c'est du texte. Et ce texte-là va être utilisé par Claude Code pour ensuite reprendre la suite de l'aventure. Si je génère un monstre, pareil, on peut voir la fiche d'un orc. Donc un orc, c'est quoi? Il a une armure de niveau 14, il a 40 points de mouvement, il a en général un trésor de niveau D, donc ce que je viens de vous montrer, il a 1 des 8 points de vie, et il voit dans le noir, et il a un malus quand il attaque 2 jours. Et une petite description que je peux très bien éditer. Je peux très bien générer quelque chose comme ça. Donc en fait, on a un ensemble d'utilitaires qui ont été codés en 3-4 heures de temps. J'ai fait ça avec du Claude Code, mais j'ai pas directement fait ces utilitaires là. En fait, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que j'ai décrit mon problème. Je dis bah voilà, je voudrais avoir un système pour pouvoir lancer des dés. Ensuite, je voudrais avoir un système pour pouvoir créer des caractères. Ensuite, je voudrais avoir un système pour pouvoir donner des noms à mes personnages selon leur race et leur classe. Après, j'ai demandé un système pour pouvoir prendre les règles du moteur de jeu et de commencer à pouvoir me générer des choses par-dessus. Ensuite, je me suis créé un utilitaire pour la partie trésor. Et donc en fait, voilà, j'ai avancé, je me suis créé tranquillement comme ça un paquet d'utilitaires. Et je vais vous montrer en fait comment, quand on génère un personnage, ça fonctionne. Donc dans Skillsweaver, quand vous discutez avec Claude Code, vous allez par exemple pouvoir lui dire crée-moi un nain qui s'appelle Thorin, ou même crée-moi un nain, et puis le système va vous donner des noms cohérents pour votre nain. Donc comment ça fonctionne? Première étape, vous en tant qu'utilisateur, dans votre terminal de Claude Code, vous écrivez crée-moi Thorin le nain.
Claude Code va comprendre l'intention de ce que vous voulez faire et là il va se rendre compte que dans votre répertoire skill, il y a un système qui permet de générer des caractères. Et donc il va charger cette skill qui lui explique comment créer un caractère, quelle commande il peut utiliser et quels sont les paramètres importants. Ensuite, Claude Code va appeler un de mes utilitaires, SWCharacter, qui prend en paramètre différentes choses. Pourquoi on fait ça? Parce que ça coûte moins cher et ça permet d'avoir quelque chose qui est déterministique. C'est pour ça que c'est important d'avoir des utilitaires et Go est parfait pour faire ce genre de choses. L'utilitaire en Go va sortir un résultat en JSON et ensuite ce que va faire notre système, c'est qu'il va prendre ce JSON et lui il va récupérer un fichier Markdown et il va ensuite le stocker dans le format du jeu, du projet, pour que ensuite il puisse retrouver les caractéristiques. Et donc ça prend pas grand chose. Et donc du coup ça fait intervenir plusieurs choses. Alors, si je prends mon répertoire de projet, ici, là, si je vais dans mon répertoire skill, vous voyez qu'il y a pas mal de choses et que on a aussi 3 agents. On va commencer par vous expliquer les skills que j'ai créés. La plus simple à comprendre, c'est peut-être celui qui fait le lancer de dés. Donc un lancer de dés, du coup c'est quoi? C'est d'abord juste un texte, un fichier au format texte qui s'appelle, qui est dans le répertoire Dice Roller et qui explique à Claude Code finalement comment compiler l'utilitaire s'il n'est pas présent, comment l'invoquer, et qui lui donne toutes les commandes, et qui lui dit si tu dois faire un lancer de dés simple, voilà comment tu fais, si tu dois faire avec des modificateurs comme dans les jeux de rôle, voilà comment tu fais. Donc en fait c'est une explication comme si vous deviez expliquer à une personne comment fonctionne votre programme, et des exemples pour que Claude Code comprenne. Et après on lui dit, voilà, on peut aller faire du D4 jusqu'à du D100, et même des conseils pour les jets de combat, les dégâts, les sauvegardes et créer un personnage. Donc une skill, c'est ni plus ni moins qu'un texte. L'avantage, c'est que là, on n'utilise pas ou peu de modèles de Claude Code, donc ça coûte pas cher. Ça va très vite, c'est que en local. L'inconvénient, c'est que vous devez être un peu développeur ou avoir des connaissances pour être capable d'implémenter ce système-là. Alors, le lancer de dés, c'est quoi? Donc c'est un fichier qui est écrit en Go, relativement simple, en ligne de commande, qui prend des arguments pour faire un lancer de dés, qui peut vous donner un lancer pour faire des statistiques pour créer un joueur. Honnêtement, c'est pas très compliqué ce code-là, il est assez facile à faire et tout ce qu'il génère, c'est des sorties dans la console sous forme de texte Markdown pour que le moteur du jeu puisse reprendre automatiquement et formater vos résultats et s'en servir. Donc un fichier en Go, un fichier Markdown, et puis c'est à peu près tout. Et pour la partie D en tant que telle, il y a du coup du vrai code, là, fonctionnel, pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un dé, qu'est-ce que c'est qu'un lancer de dés, avec des tests, et ainsi de suite. Donc vous voyez, avec pas grand chose, on arrive à faire un truc assez sympa. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme skills? On a un générateur de caractères pour générer un personnage. Comment cela fonctionne-t-il? Donc pareil, un utilitaire en Go, SWCharacter, qui prend différents paramètres, le nom du personnage, sa race, la classe, et du coup le système va utiliser le Dice Roller, donc l'autre skill de lancer de dés, pour pouvoir créer le personnage avec ses caractéristiques. Après il y a des combinaisons valides, on peut pas être nain et magicien par exemple, et du coup la spécification, c'est juste un fichier de texte que d'ailleurs je pourrais modifier si ça me plaît pas pour en faire ma version à moi. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez, ici il y a marqué que les caractères doivent être sauvegardés dans le répertoire data caractères. Donc si vous avez récupéré le projet sur GitHub, dans caractères, vous allez retrouver mes 4 héros, donc Aldric, mon barbare, enfin pas barbare, mon combattant, mon fighter, qui est niveau 1 pour l'instant, Gareth,
que l'on a rencontré dans la deuxième aventure, Lyra, mon elfe, que j'avais aussi dès le début, et Thorin qu'on est allé chercher à la fin de l'aventure numéro 2. Et donc ces fichiers JSON permettent, quand on joue, d'avoir que les personnages aient toujours leurs caractéristiques. Donc ça c'est la partie caractère. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un générateur de noms. Je m'en sers pour avoir... je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop, on va se mettre ici. Hop. Alors, vous voyez comment ça fonctionne. Donc avec ça, vous pouvez... donc ça, c'est un système assez simple. Au début, j'ai hésité à ce que la skills fasse un appel sur Claude Code. Mais... ça sert pas à grand chose, donc du coup j'ai demandé à Claude Code de générer une centaine de noms de nains, une centaine de noms d'elfes, d'humains et ainsi de suite, et je les ai simplement sauvegardés comme fichier texte ici. Donc là vous voyez c'est un fichier JSON qui contient différentes combinaisons, ça fait 300 lignes et c'est largement suffisant, ça sert à rien de faire un truc plus compliqué, et surtout ça coûte beaucoup moins cher en termes de tokens. Donc ça c'est la partie pour le nom. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le gestionnaire d'aventure, je pense que celui-là est un peu plus compliqué. Je vais vous le montrer après. Après j'ai une skills qui me permet... Hop, une skills pour la partie monstre. Alors le moteur de jeu de rôle que j'utilise c'est BFRPG, ou BFRPG plutôt. Donc ça me permet de générer des rencontres, ça me permet de générer ça permet au moteur et à Claude Code de générer automatiquement les rencontres, les monstres, et puis voilà, donc ça donne les monstres disponibles et ça permet d'expliciter le format attendu pour que le moteur de jeu puisse ensuite générer les combats, et donc l'Adventure Manager, je vais vous en parler après. Cette partie-là est un peu plus compliquée à mettre au point, mais voilà. La partie NPC Generator, donc c'est les personnages non joueurs comme l'aubergiste ou le gardien qu'on a rencontré. On peut s'amuser à voir un petit peu comment ça fonctionne. Toujours la même chose. Si je me mets ici, hop. Alors, Generate, Olga Starfall, fermier, immense, frêle, de stature frêle, cheveux chauves, des yeux noirs, une peau marquée de cicatrices. Il est distant, nomade, c'est un bon négociateur, mais il ment souvent. Il a une voix rauque et éraillée qui ponctue de jurons. Secret. Découvrir la vérité sur ses origines, il a peur des serpents et il a un enfant secret. Bon voilà. Donc ça c'est vraiment un truc classique pour les maîtres du jeu. La génération des trésors, ça c'est important, donc ça c'est après des combats, ce genre de truc. Après il reste l'Adventure Manager et puis après deux autres choses importantes. Alors, celle-ci permet de générer des aventures. Ça permet de démarrer un nouveau projet, donc elle n'est pas utilisée complètement, et de rajouter des personnages générés automatiquement à votre partie. Et surtout, en fait, c'est lui qui gère les sessions de jeu. Et les sessions de jeu, en fait, sont gérées en stockant des fichiers que je vais vous montrer après. Et donc en fait Adventure Manager c'est super important, c'est un peu le système d'exploitation, c'est lui qui va être capable d'enregistrer automatiquement les événements dans le journal, qui permet de reprendre un petit peu le détail, et qui va donc se souvenir des différentes choses, et il va sortir un fichier journal.json qu'on va retrouver ici dans la session. Et donc ce fichier journal.json il est versionné sur GitHub, et donc là j'ai joué la session 2, et là j'ai joué ce matin la session 3, et la session 3 du coup on retrouve tous les timestamps, l'avancement, les rencontres, l'arrivée à la cabane du gardien, la bataille avec les 3 ghouls, la victoire épique, et donc tout ça grâce à ce système là. Donc ça c'est important parce que ça permet de conserver l'histoire du projet, ce qui fait que quand vous revenez vous pouvez continuer votre partie.
Après, il y a notre image générateur. Donc lui, c'est un système nous permet de, euh, qui nous permet de créer des images. J'utilise en fait fal.ai, très très bon site. J'ai mis 20$ de crédit. Et avec ça, on peut sortir des images pour pas cher, assez facilement. Mais la qualité est pas non plus hallucinante. Donc ça marchouille, on va dire. C'est pas le plus fou, mais c'est voilà, c'est pas mal. Là, des fois en plus, vous voyez, ça ne marche pas. Du coup, l'image générateur, super pratique pour pouvoir illustrer pendant votre partie ce qui se passe. C'est difficile en fait de... C'est peut-être la partie sur laquelle je reviendrai qui est peut-être la moins bien au point, mais j'ai envie qu'elle fonctionne bien, donc sachant que tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait ça en quelques heures, donc je reviendrai un petit peu plus tard. Elle est capable du coup de sortir des portraits de personnages, des portraits de PNJ, des scènes d'aventure et des monstres, des objets magiques, des lieux, et de prendre des prompts personnalisés. Et le journal Illustrator, donc celui-là, il est pas mal, ça permet à la fin d'une aventure de sortir les images pour raconter l'aventure. Mais il faut que je fasse une petite intervention dessus avant de vous montrer, de vous en faire une démo. Allez, je vais vous parler un petit peu de la skill qui permet de générer des images, mais là plus précisément, je voudrais vous montrer celle qui permet à la fin de l'aventure de prendre le journal des événements, donc la session 3 qu'on vient de jouer, et de générer des images. On va lancer la génération des images avec Banana, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc pendant que les images se génèrent, j'utilise le SAS fal.ai qui permet d'appeler différentes plateformes de génération d'images, du GPT, même de la vidéo, on peut faire de la musique, on peut faire pas mal de trucs. Et donc moi j'utilise deux modèles. J'ai une implémentation avec Flux Schnell qui a l'avantage de pas coûter cher. Pour 1$ on peut faire 300 images. Donc ça c'est bien pour faire des petites images très simples ou des objets, des artefacts. C'est moins bien pour générer ce qui est scène de combat ou personnage. Et là pour le coup je préfère utiliser Nano Banana. Alors le problème de Nano Banana c'est que pour 1$ on génère 30 images, donc c'est 10 fois plus cher. Par contre il met du texte, il fait des trucs assez sympas comme celui-ci en prenant pas mal de contexte. On voit le prompt, donc du coup c'est sympa et je trouve que ça explique bien ce qui s'est passé. Si on reprend finalement notre troisième session, on va retrouver là, il y a 4 images qui illustrent ce qui s'est passé là, lorsque le groupe a décidé un petit peu du chemin qu'il souhaitait emprunter. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a eu, je ne sais plus trop quoi, mon sens s'en fiche un peu. Et oui, il y a eu la bataille dans la forêt avec ensuite Adanael qui a utilisé ses pouvoirs. Il y a eu la bataille sur le pont avec les 3 ghouls. Et puis donc l'utilisation des différents pouvoirs de nos héros. Et puis la victoire, session complète avec l'arrivée devant le couvent de l'Aube avec un groupe qui est visiblement ultra heureux. Et là j'ai relancé une petite session, on va voir si j'ai des nouvelles images. Alors qu'est-ce qu'on a? L'embuscade des bandits vers la route du couvent. Donc c'est pas mal je trouve, ça illustre bien ce qui s'est passé. La victoire, ok, bon ça c'est le truc final. Ça c'est la bataille sur le pont. Bon le style j'aime pas trop mais bon c'est pas grave. Et ça c'est la baston aussi contre les 3 ghouls pourpres qui font 2,50 m, souvenez-vous. Ce qui est plutôt pas mal. Et donc tout ça codé en Go avec
un utilitaire, un système de prompt, un système de clé d'API que je configure en variable d'environnement. Donc c'est comme ça en fait que le système discute. Donc en fait, quand je lance ce programme, il va discuter avec le site distant, il envoie la prompt, il récupère les images et il le fait en parallèle. Merci les GoRoutines, ça fonctionne super bien et du coup on peut sortir des images assez sympas. Alors dès que c'est du banana, c'est plutôt sympa. Donc ça c'est quand je faisais des emplettes pour que mon groupe puisse s'équiper avant d'aller inspecter une crypte mystérieuse à la recherche de la source d'un problème dans le village. Et effectivement, il y avait quelque chose de particulier avec une embuscade avec 3 squelettes qui nous attaquent et l'utilisation d'eau bénite qui attaque les squelettes et qui leur font un peu la misère. Et voilà, 30 points de victoire. J'avais trouvé des choses, je crois que j'avais dans mon souvenir ah oui, alors j'avais trouvé un Marvos qui était un moine blessé que j'ai accompagné vers l'extérieur. Donc Nano Banana est vraiment vraiment sympa pour ce genre de choses et c'est là qu'on avait rencontré donc Adanael qui est revenu avec nous, nous accompagner et qui en fait nous a aidé à rencontrer un méchant mage et là du coup ça a bien bastonné quoi, c'était bien sympa. Et puis on a gagné des choses, on a découvert une cache, on a pu examiner un hôtel magique. Il y avait une histoire de trucs à casser pour que le monstre ne se régénère pas. Il y a eu la baston, encore un peu de baston. Alors là, Valdric, en fait, c'est un endroit et c'est pas du tout comme l'image le représente, plein de monstres. C'était dans une crypte. Donc des fois, il y a des petites incohérences parce que mon système de prompt n'est pas forcément très au point. Il faudra que je bosse un petit peu là-dessus. Mais le seigneur mort-vivant a été détruit. On a gagné plein d'argent et du coup mes héros étaient super contents. Session 1, ça c'était Pierre Brune, donc le village avait été sauvé. Et puis voilà. Donc vous voyez, c'est pas mal ces images quand même. Et vous pouvez les retrouver en partie sur le repository GitHub si vous voulez aller voir comment ça fonctionne. Donc voilà pour les skills qui se trouvent donc dans le répertoire Claude. Générateur de trésors, personnage, générateur de noms, de monstres. L'illustration du journal, c'est ce que je viens de vous montrer, qui utilise Image Generator, le lancer de dés, la génération des caractères et le gestionnaire d'aventure. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous présenter les 3 agents qui font que tout ça fonctionne. Donc quand je joue, en fait, j'ai 3 agents que Claude Code va invoquer selon le contexte et selon en fait quelque chose d'assez fou. Donc le maître du donjon, donc c'est un script. Alors la différence entre les skills et les agents. Les skills, ça n'utilise pas Claude Code. Ça utilise le code que j'ai écrit et ça permet de faire une chose très spécifique. Ça coûte 0 token. C'est super pratique et c'est bien pour faire des choses scriptées, déterministiques. Les agents, ça utilise le moteur de Claude Code. Vous pouvez prendre un modèle particulier, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser Opus 4.5. Vous pouvez utiliser un modèle qui coûte moins cher, donc Haiku marche très bien, honnêtement, sur le texte, parce que là, je ne programme pas, je joue un jeu de rôle. Et du coup, mon maître du donjon, qu'est-ce que c'est que cet agent ? Il a une personnalité. Il a une mission, il doit décrire des lieux, des PNJ, il peut faire différentes rencontres avec des combats, et il décrit les environnements, et on lui explique comment il doit gérer l'aventure en utilisant du coup la skill Adventure Manager, donc SW Adventure. Et donc c'est comme ça en fait que le maître du donjon fait les rencontres, les combats, les quêtes, les rencontres avec les personnages non joueurs. Et donc le Dungeon Master, donc le maître du jeu, apprend à lancer des dés et on lui donne des idées de monstres, des trésors aléatoires, de la magie et on lui explique ce que c'est qu'une session, donc une partie de jeu là comme j'ai joué. Et on lui explique ce qu'il doit faire et comment il doit clôturer. Et en moyenne, donc là j'ai fait 3 parties, elles durent 40 minutes, voire 1 heure maximum.
On lui donne des idées pour que les prompts qu'il génère soient très sympas. Et on lui demande d'incarner les PNJ, de garder du rythme et d'essayer de faire des choses particulières. Et on lui donne des exemples de jeux et on lui explique ensuite, le plus important, c'est comment il s'intègre avec donc la skill SW Aventure, parce que sans elle, le problème c'est que votre système n'a aucune mémoire et donc vos parties ne fonctionneraient pas. Après, quand vous jouez, il faut que quelqu'un fasse respecter les règles. Et donc ça, c'est un autre agent, le gardien des règles. Donc c'est important que ce ne soit pas la même personne que le maître du jeu. Lui, il a des expertises plus précises et il va gérer en fait, il va invoquer d'autres utilitaires pour pouvoir gérer en fait les phases du jeu. Donc par exemple les combats. Et on lui explique un petit peu comment ça fonctionne. Ça reste assez léger, mais avec ça, il s'en sort très très bien. Et donc le Rule Skipper, important, on lui donne la source pour qu'il puisse comprendre comment il fonctionne. Et pour les sources, en fait, donc j'utilise le moteur open source Basic Fantasy RPG. Et surtout, je lui donne des fichiers de données pour avoir les races, les classes de personnages et les équipements. Et donc là-dedans, si on regarde les équipements, vous voyez, on a qu'est-ce que c'est qu'une épée courte, qu'est-ce que c'est qu'une épée à deux mains. Dans les trésors, on a différentes structures de trésors. Donc tous ces fichiers-là ont été générés par Claude Code quand j'ai écrit ce moteur de jeu. Et les races, les monstres, les classes, et ainsi de suite. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le Rule Skipper qui sert surtout à s'assurer que le jeu garde une cohésion. Et le dernier, c'est le générateur de personnages qui permet, en fait, quand vous lancez la partie, de dire, voilà, j'aimerais créer un personnage pour jouer. Donc ça vous permet à vous de lancer. Mais il sert aussi à créer les PNJ. Donc en fait, il est important dans le moteur de jeu et lui, il va utiliser du coup le lancer de dés. Il peut utiliser l'image générateur pour vous montrer la vignette du personnage. Il peut utiliser le name generator pour prendre des noms particuliers. Il peut faire attention au respect des classes et ainsi de suite. Et donc on lui explique comment faire, quels utilitaires il doit faire et puis les commandes qu'il peut utiliser. Et puis voilà quoi. Donc après on lui donne un exemple d'interaction. Où du coup vous pouvez créer une interaction avec un prompt et votre personnage une fois qu'il est créé, il se retrouvera dans le répertoire data et vous aurez du coup un fichier JSON. On lui donne des règles à vérifier et donc ça c'est marrant. Et puis voilà à peu près comment fonctionne le moteur. Je regarde si j'avais pas fait un petit fichier d'architecture. Architecture overview. Ouais. Donc je vous le mets en plein écran là pendant que je parle. Donc comment fonctionne Skillsweaver ? On a un ensemble d'utilitaires CLI Tools qui permettent de lancer des dés, générer des caractères et tout ça. Donc ça, c'est du code. Il y a à peu près 2000 lignes de Go. Donc ça, c'était généré en 1h30, 2 heures de travail en discutant avec Claude Code. Ensuite, les skills qui sont super importantes, qui vont utiliser les CLI Tools pour pouvoir faire la connexion avec Claude Code. Et enfin, les 3 agents, dont le plus important, le maître du jeu, qui fait la narration, la gestion du jeu. Et pour que ça fonctionne, c'est là où il fait attention, il faut que des fichiers soient sauvegardés, parce que sinon le moteur n'a pas de mémoire et vous relancez une partie et il va recommencer à zéro. Et donc là, c'est pour ça que ce système-là est un petit peu différent. Si vous demandez entre les skills et les agents qui fait quoi, les skills, donc ce sont des fichiers Markdown qui permettent à Claude Code de faire des choses et qui sont automatiquement chargés lorsque c'est nécessaire, selon un contexte. Les agents, pour le coup, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça permet de vraiment comprendre le texte libre que je saisis. Donc en fait, quand je discutais avec Claude Code, en vrai, je discutais avec mon maître de donjon. Et la notion de session, elle est importante parce que Claude Code, en fait, il doit démarrer dans un mode où, quand vous discutez avec lui, il n'essaie pas d'écrire du code, il joue avec vous.
et quand votre session est terminée, il faut bien lui expliquer. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais vous montrer maintenant comment j'ai créé ce moteur de jeu. Donc je suis parti d'une idée et j'ai demandé à Claude Code de réfléchir et de me proposer un plan, et puis j'ai codé quelques outils pour avancer. J'ai commencé par la partie lancer de dés et ensuite le moteur de règles. Le plan, vous le retrouverez pareil sur le repository GitHub dans plan.md. Vous verrez comment cela a été fait et les différentes étapes, donc par quoi je suis passé pour générer exactement ce que vous avez pu voir durant cette vidéo. Système de dés, les règles. Je voulais prendre un truc open source, générateur de personnages, les aventures, les agents spécialisés, le générer les noms, je trouvais ça marrant, les PNJ, les images, les bestioles et les trésors. Et donc à chaque fois, du coup, le système vous raconte ce qu'il a fait, les fichiers qui ont été générés, qu'est-ce que ça permettait comme impact et ce qu'on récupérait, et puis voilà. Donc c'est très marrant de faire ça, et là après il y a des tonnes d'idées qui arrivent, par exemple avoir de la narration avec de la voix, parce qu'en fait on peut très bien générer des prompts vocaux, avoir des images qui sont générées à chacune des étapes de la narration pour aider le joueur à être vraiment dans l'immersion, peut-être améliorer quelques points. Mais tout ça, en fait, ça a coûté une cinquantaine de dollars, ça a coûté 3-4 heures de travail. Et c'est juste une petite parenthèse pour vous montrer la puissance de ce qu'on peut faire avec Claude Code en utilisant d'autres outils comme la génération des images. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Nicolas et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.